Entre 1969 et 1978, dans le comté de Cumberland, en Caroline du Nord, 6 personnes sont mortes avec des symptômes identiques, de violentes douleurs à l'estomac, des vomissements incontrôlables et une mort atroce en quelques jours. Chaque victime partageait un lien innocent. Une grand-mère douce et discrète, assidue à l'église, nommée Velma Barfield, toujours présente lorsque la tragédie frappait, prête à offrir une main réconfortante et une prière murmurée. Les décès furent expliqués par des causes telles que l'insuffisance cardiaque, la gastro-entérite ou de tragiques accidents. Des causes suffisamment courantes dans la Caroline du Nord rurale pour que personne ne soupçonne la gentille grand-mère qui faisait du bénévolat à l'église et s'occupait des personnes âgées. Mais lorsque Stuart Taylor, âgé de 56 ans, s'effondra lors d'une réunion de réveil pentecôtiste en 1978, sa famille refusa d'accepter une nouvelle mort mystérieuse. Leur exigence d'une autopsie allait révéler Velma Barfield comme l'une des tueuses en série les plus rusées d'Amérique, faisant d'elle la première femme exécutée par injection létale dans l'histoire des États-Unis. Avant de poursuivre l'histoire de cette grand-mère qui transforma le soin des autres en meurtre, souvenez-vous que la confiance et la foi peuvent créer la couverture parfaite pour le mal. Les enquêteurs découvrirent qu'elle utilisait simplement du poison à ras ordinaire, administré avec la précision de quelqu'un qui avait fait du meurtre un art. La Caroline du Nord des années 1960 et 1970 était un monde où les communautés reposaient sur des fondations inébranlables de confiance, où la fréquentation de l'Église n'était pas seulement encouragée mais attendue, et où l'idée qu'une grand-mère puisse être une tueuse de sang-froid était littéralement inconcevable. Dans le comté de Cumberland, en particulier autour de petites communautés agricoles comme Parkton et Fayetteville, tout le monde connaissait les affaires de ses voisins. Les enfants jouaient en toute sécurité dans les rues et les personnes âgées n'hésitaient jamais à inviter des étrangers serviables chez elles. Parkton était le genre d'endroit où le temps semblait s'écouler plus lentement. Avec moins de 500 habitants dispersés parmi les plantations de tabac et de coton, c'était une communauté où l'église baptiste servait de centre spirituel et social, où les matchs de basket du lycée attirèrent des foules venues de 3 comtés, et où la parole d'une personne valait autant qu'un contrat légal. Le paysage était dominé par des champs d'argile rouge s'étendant jusqu'à des horizons couverts de pins, ponctués de modestes fermes et de rares épiceries servant de lieux de rassemblement communautaires officieux. C'est dans ce monde de plaisirs simples et de valeurs traditionnelles que Margie Velma Bullard naquit le 29 octobre 1932 à Eastover, en Caroline du Sud, avant d'être élevée près de Fayetteville comme 2e enfant et fille aînée d'une fratrie de 9. Sa famille travaillait dans une petite exploitation de tabac et de coton, où la vie était dure mais honnête, où les enfants apprenaient très tôt le sens des responsabilités et où la foi en Dieu était aussi essentielle que le pain quotidien. Le foyer Bullard fonctionnait selon des principes chrétiens pentecôtistes stricts, avec une fréquentation régulière de l'Église, des prières quotidiennes et une croyance inébranlable en des absolus moraux. L'enfance de Velma fut marquée par une pauvreté courante, mais non honteuse dans la Caroline du Nord rurale. Leur maison n'avait ni électricité ni eau courante, des luxes que beaucoup de familles de la région ne pouvaient se permettre. Lorsque la nature appelait, la famille se rendait simplement dans les bois derrière leur propriété. Une pratique pragmatique à une époque où la plomberie intérieure était encore considérée comme un privilège réservé aux citadins. Malgré ces difficultés, ou peut-être à cause d'elles, les enfants Bullard apprirent la valeur du travail acharné, de la loyauté familiale et du soutien communautaire. À l'école primaire, Velma se révéla être une élève brillante, excellente sur le plan académique, et montrant un talent particulier pour la lecture et l'écriture. Les enseignants remarquaient son intelligence calme et sa nature serviable. Elle aidait volontiers les camarades en difficulté et ne causait jamais de problèmes disciplinaires. Ses bulletins affichaient régulièrement de très bonnes notes, laissant entrevoir un réel potentiel académique malgré les ressources financières limitées de sa famille. À l'adolescence, au lycée public de Parkton, Velma découvrit une passion pour le basketball, qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Bien qu'elle ne corresponde pas au gabarit athlétique typique, elle possédait des réflexes rapides et une compréhension stratégique du jeu qui la rendait précieuse pour l'équipe féminine. Le basket devint son échappatoire face aux responsabilités croissantes à la maison, un espace où elle pouvait oublier les tâches ménagères et les obligations familiales pendant quelques heures précieuses chaque semaine. Mais ce bref goût d'indépendance fut de courte durée.
Lorsque sa mère, Lily, donna naissance à des jumeaux, la dynamique familiale changea radicalement. En tant que fille aînée, Velma fut contrainte de sacrifier ses intérêts personnels aux besoins de la famille. Lily, dépassée par les exigences liées au nouveau-né et à la gestion d'un foyer de 9 enfants, exigea que Velma quitte l'équipe de basket pour aider aux tâches ménagères, à la cuisine et à la garde des enfants. La déception fut écrasante pour une jeune fille qui venait de découvrir quelque chose qu'elle aimait profondément et dans lequel elle excellait. C'est durant cette période de frustration adolescente que Velma rencontra Thomas Burke, un garçon grand et mince aux cheveux foncés, âgé d'1 an de plus qu'elle, doté d'une nature douce et d'un sens de l'humour capable de la faire rire, même dans ses moments les plus sombres. Thomas n'était pas considéré comme particulièrement beau, avec ses oreilles proéminentes et ses traits anguleux, mais il traitait Velma avec une gentillesse et un respect qui tranchaient nettement avec la dureté de son père. Leur relation se déroulait exclusivement dans le cadre scolaire, car le père de Velma imposait des règles strictes concernant les fréquentations, règles qui ne seraient assouplies qu'à ses 16 ans. Lorsque Velma atteignit cet âge, son père décida arbitrairement que 16 ans restait trop jeune pour une relation sérieuse, laissant le jeune couple frustré et de plus en plus déterminé à tracer sa propre voie. Leur romance s'intensifia lors de moments volés, entre les cours, et de brèves conversations, après les offices religieux, auxquels Thomas assistait souvent uniquement pour la voir. La décision de s'enfuir pour se marier fut motivée autant par le désir d'échapper à une situation familiale de plus en plus difficile que par l'amour adolescent. À 17 ans, Velma voyait le mariage avec Thomas comme sa seule voie réaliste vers l'indépendance et une vie meilleure. Par un matin calme de 1949, ils se rendirent chez un juge de paix dans un comté voisin et échangèrent leurs vœux lors d'une cérémonie simple qui les unirait pour les 20 années suivantes. Les jeunes mariés s'installèrent dans une petite maison à Parkton, ayant appartenu à la famille élargie de Velma, une demeure modeste symbolisant l'espoir et un nouveau départ. Pour la première fois de sa vie, Velma avait son propre foyer à gérer, ses propres décisions à prendre et son propre avenir à construire. Les premières années de leur mariage furent marquées par un bonheur sincère et des rêves partagés de créer une famille stable et aimante, semblable à celle qu'ils avaient tous deux désirée durant leurs enfances difficiles. La transformation du foyer Burke, de refuge à enfer, commença lentement en 1965, lorsque Thomas fut victime d'un grave accident de voiture qui allait bouleverser définitivement le cours de leur vie. La collision, survenue sur une route de campagne détrempée alors qu'il se rendait à son travail dans une usine textile locale, lui causa une grave commotion cérébrale et des blessures qui le feraient souffrir pour le reste de sa vie. Les suites immédiates de l'accident semblèrent gérables. Thomas se remit de ses blessures initiales et reprit le travail en quelques semaines, déterminé à subvenir aux besoins de sa famille, malgré des maux de tête persistants et des étourdissements constants. Mais au fil des mois, il devint évident que les dommages étaient plus graves et permanents que prévu. Les maux de tête n'étaient pas simplement inconfortables, ils étaient atroces, le laissant se tordre de douleur, incapable de fonctionner pendant des heures, parfois des jours. La douleur était si intense qu'il commença à manquer régulièrement le travail, ce qui lui coûta finalement son emploi à l'usine textile. Sans revenu stable et confronté à des factures médicales croissantes, la situation financière de la famille devint de plus en plus précaire. Comme beaucoup d'hommes de la classe ouvrière de sa génération, privés d'un accès adéquat aux soins médicaux et à la gestion de la douleur, Thomas se tourna vers l'alcool pour faire face à sa souffrance chronique. Ce qui commença comme une bière occasionnelle pour apaiser la douleur évolua progressivement en une dépendance sévère, à mesure que les mois devenaient des années sans amélioration. Pour Velma, dont l'éducation pentecôtiste stricte considérait la consommation d'alcool comme l'un des péchés les plus graves, l'alcoolisme de Thomas représentait non seulement un échec personnel, mais une crise spirituelle menaçant les fondements mêmes de leur mariage. Elle lança une campagne pour contrôler sa consommation d'alcool, devenant de plus en plus désespérée et intrusive. Elle fouillait la maison à la recherche de bouteilles cachées, vidait l'alcool trouvé dans l'évier et impliquait même leurs enfants dans la surveillance du comportement de leur père. Le foyer Burke, autrefois harmonieux, devint un champ de bataille fait de ressentiments silencieux et de confrontations explosives. Thomas, humilié par son incapacité à travailler et rongé par une douleur physique constante, se sentit trahi par la surveillance et le comportement de plus en plus autoritaire de son épouse. Velma,
voyant l'homme qu'elle avait épousé se transformer en quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine, se sentait abandonnée et terrifiée pour l'avenir de sa famille. La situation atteignit un point critique lorsque Velma prit la décision radicale de faire interner Thomas à l'hôpital Dorothy Dix, à Raleigh, pour un traitement contre l'alcoolisme. Cette décision, prise sans le consentement de Thomas et impliquant les autorités locales, représenta à ses yeux la trahison ultime. Bien que le traitement l'ait aidé à atteindre la sobriété, il détruisit ce qui restait de confiance et d'affection dans leur mariage. Pendant l'absence de Thomas, Velma fut contrainte de subvenir seule aux besoins de la famille, grâce à un emploi dans une usine locale, un travail physiquement éprouvant et émotionnellement épuisant. Pour faire face au stress de la monoparentalité, aux pressions financières et à l'incertitude quant à l'avenir de son mariage, elle commença à prendre des tranquillisants sur ordonnance. Son médecin de famille, le docteur James Henderson, lui prescrivit d'abord du Valium pour l'aider à dormir et à gérer son anxiété. Mais à mesure que sa tolérance augmentait, elle chercha d'autres médicaments auprès de multiples sources. Lorsque Thomas revint de l'hôpital Dorothy Dix, il était sobre, mais profondément changé, amer, rancunier et émotionnellement distant envers la famille qu'il avait autrefois chérie. L'homme à la nature douce et à l'humour communicatif avait été remplacé par quelqu'un qui semblait tenir Velma pour responsable de sa situation et ne faisait aucun effort pour cacher son mépris à son égard. Le mariage qui avait commencé avec tant d'espoir et d'amour s'était transformé en une guerre froide, faite d'antagonisme mutuel. Ils continuaient à vivre sous le même toit, mais comme de parfaits étrangers, communiquant principalement par des disputes au sujet de l'argent, des enfants et de l'incapacité persistante de Thomas à conserver un emploi stable. Dans la nuit du 4 avril 1969, cette situation toxique atteignit sa conclusion fatale. Thomas avait beaucoup bu ce soir-là, pas au point de perdre connaissance, mais suffisamment pour être engourdi et désorienté. Velma, affirmant qu'elle devait faire des courses urgentes ne pouvant attendre le lendemain matin, prit la décision inhabituelle d'emmener les deux enfants avec elle et de quitter la maison en soirée. Ce départ était très irrégulier pour plusieurs raisons. Velma sortait rarement après la tombée de la nuit, surtout avec les deux enfants, et les courses qu'elle disait devoir faire étaient vagues et inutiles. Des voisins se souviendraient plus tard qu'elle semblait agitée et distraite dans les jours précédant cette nuit-là, comme si elle luttait intérieurement avec une décision capitale. Lorsque la famille revint plusieurs heures plus tard, elle trouva la maison entièrement en flammes, le feu ayant déjà consumé la majeure partie de la structure. Le service des pompiers volontaires de Parkton intervint rapidement, après l'appel d'urgence, mais l'incendie était trop avancé pour être maîtrisé efficacement. Les pompiers concentrèrent leurs efforts sur la prévention de la propagation du feu aux propriétés voisines, tandis que la famille Burke regardait les biens de toute une vie se transformer en cendres. Le corps de Thomas Burke fut retrouvé dans la chambre où l'incendie semblait avoir pris naissance. Le médecin légiste conclut qu'il était mort d'inhalation de fumée avant que les flammes ne l'atteignent, une maigre consolation qui lui avait épargné l'agonie de brûler vif. L'enquête menée par les adjoints du shérif du comté de Cumberland, dont la formation en expertise incendie était limitée, conclut que Thomas s'était endormi en fumant une cigarette, une cause tragiquement courante d'incendies domestiques dans les zones rurales à cette époque. La réaction de Velma face à la tragédie sembla sincère et dévastatrice. Elle pleura de façon incontrôlable sur les lieux, dut être physiquement empêchée de tenter d'entrer dans la maison en flammes et parut complètement brisée par la perte de son mari et de son foyer. Les voisins et les secouristes notèrent son chagrin évident et se mobilisèrent immédiatement pour soutenir la veuve et ses deux enfants. Les funérailles, organisées à l'église baptiste de Parkton, furent suivies par pratiquement toute la communauté. Velma, jouant à la perfection le rôle de la veuve éplorée, accepta les condoléances avec une dignité appropriée, parla avec émotion des luttes de Thomas contre l'alcoolisme et la douleur chronique, et exprima sa gratitude pour le soutien de la communauté durant l'heure la plus sombre de sa famille. Cependant, certains détails ne correspondaient pas tout à fait au récit de l'accident tragique. Plusieurs voisins remarquèrent que Velma avait retiré de la maison plusieurs objets de valeur dans les jours précédant l'incendie. Des photos de famille, des documents importants et de petits bijoux qu'elle prétendait nettoyer ou faire réparer. Le moment de son départ avec les enfants, laissant Thomas seul et ivre, parut à certains étrangement opportun. Plus significatif encore, à peine 3 mois après la mort de Thomas,
Le terrain vacant où se trouvait autrefois leur maison connut un second incendie lorsque des débris laissés sur place se rallumèrent mystérieusement. Cet incendie secondaire, bien que moins important que le premier, fut suffisant pour déclencher une enquête d'assurance qui aboutit finalement au versement d'une indemnisation substantielle à Velma. L'argent de l'assurance, combiné à une modeste police d'assurance vie sur Thomas et aux dons de la communauté organisée par leur église, procura à Velma une sécurité financière qu'elle n'avait jamais connue. Pour une femme qui peinait à joindre les deux bouts quelques mois auparavant, le veuvage s'était révélé remarquablement rentable. Ce que la communauté ne pouvait pas savoir, c'est qu'elle venait d'assister à la naissance de l'un des tueurs en série les plus méthodiques de Caroline du Nord. Velma avait découvert que le meurtre, lorsqu'il était correctement exécuté et convaincant dans son explication, pouvait résoudre plusieurs problèmes à la fois, tout en générant sympathie et récompenses financières. La grand-mère au visage doux avait goûté au sang et allait bientôt développer un appétit insatiable pour davantage. Les mois qui suivirent la mort de Thomas Burke révélèrent une facette de Velma que peu de membres de la communauté auraient pu imaginer, tandis qu'elle maintenait son image publique de veuve endeuillée et dévouée au bien-être de ses enfants. Elle démontra une capacité remarquable à attirer et à manipuler des hommes susceptibles de lui offrir la sécurité financière et la stabilité émotionnelle qu'elle convoitait. Moins de 6 mois après être devenue veuve, Velma entama une relation avec Jennings Barfield, un veuf de 43 ans, possédant des biens considérables dans la région et disposant de revenus confortables grâce à l'agriculture et à divers investissements commerciaux. Jennings était connu dans tout le comté de Cumberland comme un homme respectable et intègre, ayant élevé seul ses enfants après la mort de sa première épouse, et considéré comme l'un des célibataires les plus convoités de leur cercle social. Leur relation évolua à une vitesse qui fit hausser quelques sourcils parmi leurs connaissances communes. Bien qu'il fût courant à l'époque que des veufs se remarient relativement rapidement, surtout lorsqu'il y avait des enfants, l'intensité avec laquelle Velma poursuivait Jennings paraissait presque prédatrice à ceux qui l'observèrent de près. Elle assistait aux événements sociaux où elle savait qu'il serait présent, trouvait des prétextes pour se rendre sur sa propriété avec de petits cadeaux ou des offres d'aide domestique, et se rendait généralement indispensable à son quotidien. Jennings, de son côté, était sincèrement attiré par le dévouement apparent et les compétences domestiques de Velma. C'était une excellente cuisinière, une ménagère méticuleuse et une femme qui semblait comprendre l'importance de créer un foyer stable pour les enfants. Sa foi religieuse, démontrée par une fréquentation régulière de l'Église, et son engagement dans diverses activités caritatives correspondaient à ses propres valeurs et suggéraient une base morale qu'il trouvait séduisante. Ils se marièrent en août 1970, seulement 16 mois après la mort de Thomas, lors d'une cérémonie plus élaborée que le premier mariage de Velma, mais toujours modestement appropriée pour le remariage d'une veuve. Le service eut lieu dans l'église de Jennings, avec les enfants des deux familles comme témoins de leur union. La communauté approuva généralement cette union, la voyant comme un arrangement pratique offrant sécurité aux enfants de Velma et compagnie, ainsi qu'un partenariat domestique à Jennings. Les premiers mois de leur mariage semblèrent réussis en surface. Velma se plongea dans son rôle d'épouse avec la même intensité que durant leur cours, gérant le foyer de Jennings avec une précision quasi militaire et veillant à anticiper et satisfaire ses besoins avant même qu'il ne les exprime. Elle se montrait particulièrement attentive à ses affaires professionnelles, proposant son aide pour la comptabilité et la correspondance qu'il trouvait fastidieuses. Mais sous cette façade de bonheur domestique, des schémas dangereux commençaient déjà à émerger. La consommation de médicaments sur ordonnance de Velma, débutée durant les dernières années de son mariage avec Thomas, continua de s'intensifier malgré sa nouvelle situation. Elle prenait désormais un cocktail sophistiqué de médicaments, des antidépresseurs, du Sinequan pour l'anxiété, du Tylenol, du Thorazine pour des douleurs chroniques qu'elle prétendait ressentir, et du Valium pour dormir. Chaque médicament était prescrit par des médecins différents dans des comtés voisins, rendant difficile pour un seul praticien de percevoir l'ampleur de sa dépendance. Le coût de cette habitude médicamenteuse était considérable, bien au-delà de ce que l'allocation du ménage pouvait raisonnablement couvrir. Lorsque Jennings s'interrogea sur certaines dépenses inexpliquées, Velma les justifia d'abord par des frais médicaux nécessaires ou des urgences liées aux besoins de ses enfants. Mais à mesure que les montants augmentaient et se répétaient, ces explications devinrent de moins en moins crédibles.
La vérité était que Velma avait commencé à voler systématiquement sur les comptes de Jennings, utilisant son accès à ses dossiers financiers pour falsifier des chèques et effectuer des retraits non autorisés. Sa méthode était sophistiquée. Elle rédigeait des chèques pour des montants juste en dessous du seuil, déclenchant une vérification bancaire automatique, répartissait les transactions sur plusieurs comptes afin d'éviter toute détection et étudiait attentivement la signature de Jennings jusqu'à pouvoir la reproduire parfaitement. Pendant plusieurs mois, ce système fonctionna sans accroc. Jennings était un homme confiant qui examinait rarement de près ses relevés bancaires, et lorsqu'il remarquait des anomalies, Velma avait toujours des explications plausibles concernant des dépenses domestiques ou professionnelles qu'il aurait pu oublier. Ses larmes et sa détresse apparente face aux questions étaient particulièrement efficaces pour mettre fin à ces discussions avant qu'elles ne se transforment en enquêtes sérieuses. La situation commença à se dégrader au début de l'année 1971 lorsque le banquier de Jennings, un homme prudent nommé Harold Mitchell, qui gérait les finances de la famille Barfield depuis des décennies, remarqua des schémas inhabituels dans l'activité des comptes, incompatibles avec les habitudes de dépenses normalement conservatrices de Jennings. Mitchell mena des échanges discrets avec Jennings au sujet de plusieurs retraits importants et transactions par chèque, révélant progressivement l'ampleur de la tromperie de Velma. La confrontation entre Jennings et Velma fut explosive et sans appel. Contrairement à Thomas, affaibli par les blessures et l'alcoolisme, Jennings était un homme à la volonté ferme, qui ne tolérait ni le vol ni la tromperie, de qui que ce soit, y compris de son épouse. Il exigea une transparence totale sur ses activités financières, menaça d'impliquer les forces de l'ordre si nécessaire, et informa finalement Velma qu'il consultait un avocat en vue d'une procédure de divorce. Pour Velma, cette crise représentait une menace existentielle. Un divorce aurait signifié l'exposition publique de ses crimes, une probable poursuite pénale pour falsification et vol, ainsi que la perte totale de la sécurité financière que la mort de Jennings pouvait lui apporter par l'héritage et les assurances-vie. Plus encore, elle avait appris grâce à la mort de Thomas que les solutions permanentes étaient souvent plus efficaces que les compromis temporaires. Le soir du 22 mars 1971, Jennings Barfield commença à ressentir de violentes douleurs à l'estomac, apparues soudainement au cours d'un dîner qui semblait pourtant tout à fait normal. Les crampes étaient intenses, localisées dans la partie supérieure de l'abdomen, et s'accompagnaient de nausées qui évoluèrent rapidement en vomissements violents. En l'espace de quelques heures, il souffrit également de douleurs thoraciques, qu'il attribua d'abord à des tensions musculaires dues au haut-le-cœur. Velma endossa immédiatement le rôle de l'épouse inquiète, appelant leur médecin de famille et aidant Jennings à se rendre à l'hôpital lorsque son état continua de se détériorer. Le docteur Patterson, qui avait soigné Jennings pour des affections mineures au fil des années, fut déconcerté par la soudaineté et la gravité des symptômes. Les analyses sanguines révélèrent une élévation des globules blancs suggérant une infection, mais aucun agent pathogène précis ne put être identifié. Malgré les soins médicaux, l'état de Jennings s'aggrava au cours de la nuit. La douleur thoracique devint insupportable. Sa tension artérielle chuta dangereusement et il commença à présenter des signes de détresse cardiovasculaire. À 3h17 du matin, le 23 mars 1971, Jennings Barfield mourut de ce que les médecins diagnostiquèrent comme une insuffisance cardiaque aiguë, possiblement déclenchée par une grave infection gastrique. Le chagrin de Velma sembla authentique et accablant. Elle dut être sédatée à l'hôpital et nécessita l'aide de membres de la famille pour organiser les funérailles. La cérémonie rassembla de nombreux associés professionnels de Jennings, ainsi que des membres de la communauté, tous exprimant leur compassion envers une veuve ayant perdu 2 maris en moins de 2 ans. Le moment de la mort de Jennings fut d'autant plus tragique qu'elle survint alors qu'il prévoyait d'étendre ses activités agricoles et qu'il avait récemment souscrit des assurances-vie supplémentaires pour protéger ses investissements. Ces polices, combinées à sa couverture existante et à ses biens immobiliers, laissèrent Velma considérablement plus riche qu'elle ne l'avait jamais été. En quelques semaines, Velma régla la succession, encaissa les assurances et commença à planifier son avenir. Elle acheta une maison modeste près de ses parents à Fayetteville et inscrivit ses enfants dans de nouvelles écoles, affirmant qu'elle avait besoin d'être plus proche de sa famille durant cette période de deuil et d'adaptation. En réalité, elle venait de perfectionner sa méthode. Contrairement à la mort de Thomas, qui avait nécessité la mise en scène d'un incendie accidentel et la destruction d'un bien immobilier,
Le meurtre de Jennings avait semblé totalement naturel. Les symptômes qu'elle avait provoqués grâce à des doses soigneusement administrées de poison à rats à base d'arsenic imitaient parfaitement une gastro-entérite aiguë suivie d'une insuffisance cardiaque, une évolution médicalement plausible, ne nécessitant aucune explication extérieure. Plus importante encore, elle avait appris à chronométrer ses attaques avec précision. La confrontation au sujet de ses vols n'avait eu lieu que quelques jours avant la mort de Jennings, lui donnant un motif évident de modifier son testament ou d'engager des poursuites judiciaires contre elle. En agissant rapidement et de manière décisive, elle avait éliminé la menace tout en préservant son accès à sa fortune. Velma était passée du statut de meurtrière opportuniste, éliminant un mari encombrant, à celui de prédatrice calculatrice, comprenant exactement comment utiliser le meurtre comme solution à des problèmes complexes. La grand-mère au visage doux était devenue une tueuse en série sophistiquée, et elle ne faisait que commencer. Son retour à Fayetteville la plaça à proximité immédiate de ses parents vieillissants, une situation qui semblait d'abord motivée par une dévotion filiale sincère, mais qui se révéla rapidement tout sauf fortuite. Son père, Murphy Bullard, était déjà en mauvaise santé, atteint d'un cancer du poumon qui finirait par l'emporter par évolution naturelle. L'une des rares morts dans l'entourage de Velma ne nécessitant aucune intervention de sa part. Sa mère, Lillian Bullard, en revanche, représentait à la fois une opportunité et un problème. Âgée de 74 ans, Lillian vivait d'une pension modeste mais suffisante, complétée par des économies accumulées grâce à des décennies de gestion financière prudente. Elle devenait également de plus en plus dépendante de Velma pour les tâches quotidiennes, le paiement des factures et la gestion du foyer. Une dépendance qui offrait une couverture idéale au vol systématique que Velma avait désormais élevé au rang d'art. Un schéma s'installa rapidement dans leur relation. Velma rendait visite à sa mère chaque jour, apportant souvent de petits cadeaux ou des repas préparés témoignant de son dévouement. Pendant ces visites, elle aidait Lillian à organiser ses documents financiers, à équilibrer son carnet de chèques et à gérer la correspondance avec les banques et les compagnies d'assurance. Cette aide était sincèrement appréciée par Lillian, qui trouvait de plus en plus difficile de naviguer dans la complexité croissante de la bureaucratie et des services bancaires modernes. Ce que Lillian ignorait, c'est que sa fille serviable profitait de ces occasions pour étudier sa signature, mémoriser ses numéros de compte et analyser ses habitudes financières. En quelques mois à peine après son retour à Fayetteville, Velma commença à falsifier des chèques sur les comptes de sa mère et à contracter de petits prêts en utilisant l'identité de Lillian comme garantie. Les montants étaient d'abord modestes, 20 ou 30 $ à la fois, des sommes pouvant être expliquées comme des retraits en liquide pour des dépenses domestiques ou médicales. Mais à mesure que la dépendance de Velma aux médicaments s'aggravait et que sa tolérance augmentait, elle eut besoin de sommes plus importantes et plus fréquentes pour entretenir son addiction. À l'été 1974, Velma dérobait déjà des centaines de dollars par mois sur les comptes de sa mère. Elle avait également découvert que Lillian possédait plusieurs polices d'assurance et obligations d'épargne de valeur, susceptibles d'être liquidées en cas d'urgence. La tentation d'accéder à ces réserves financières plus importantes était constante, mais le faire aurait inévitablement attiré l'attention et soulevé des questions auxquelles Velma n'aurait pu répondre de manière crédible. C'est durant cette période que Lillian commença à subir les premiers épisodes de santé mystérieux qui allèrent devenir la signature de sa fille. Les symptômes apparaissaient soudainement, de violentes crampes à l'estomac et aux intestins, accompagnées de nausées et de diarrhées durant plusieurs jours, avant de disparaître tout aussi mystérieusement. Lorsque ces crises survenaient, Velma était toujours présente pour prodiguer des soins, apportant à sa mère des plats spéciaux et des bouillons qu'elle prétendait bénéfiques pour calmer son estomac. Le docteur William Stevenson, médecin de Lillian depuis plus de 20 ans, était perplexe face à ces symptômes récurrents. Les analyses sanguines ne révélaient rien de concluant, et le schéma de la maladie ne correspondait à aucun diagnostic standard qu'il connaissait. Les symptômes évoquaient une forme d'intoxication alimentaire ou de gastro-entérite, mais Lillian ne consommait rien d'inhabituel, et aucun autre membre de la famille ne tombait malade lorsqu'il partageait ses repas. Ce que le docteur Stevenson ignorait, c'est que Velma menait une expérience méticuleuse sur les doses et le timing. Elle avait appris, grâce à la mort de Jennings, que l'empoisonnement à l'arsenic pouvait imiter une maladie naturelle,
mais elle devait déterminer précisément quelle quantité provoquait une maladie sans entraîner la mort, et combien de temps les effets duraient. Chaque épisode vécu par sa mère constituait en réalité un test grandeur nature de différents dosages et modes d'administration. L'impact psychologique sur Liliane était tout aussi important que les symptômes physiques. Chaque crise la laissait faible et vulnérable, de plus en plus dépendante des soins de Velma et reconnaissante de l'attention constante de sa fille. La peur d'un nouvel épisode rendait Liliane réticente à remettre en question les suggestions de Velma concernant la gestion du foyer ou les décisions financières. Durant cette même période, Velma commença à fréquenter un autre homme, Robert Mackenzie, un homme d'affaires local ayant perdu son épouse d'un cancer l'année précédente. Robert était attiré par le dévouement apparent de Velma envers sa famille et par sa réputation de fille et de mère attentionnée. Leur relation évolua progressivement durant l'été 1974, Robert laissant entendre un mariage et un avenir commun. Mais en août 1974, Robert Mackenzie mourut dans un accident de voiture impliquant un seul véhicule sur une route rurale à l'extérieur de Fayetteville. Les circonstances étaient inhabituelles. Robert était connu comme un conducteur prudent, voyageant rarement seul la nuit. Pourtant, il perdit apparemment le contrôle de son véhicule sur une route dégagée et sèche, percutant un arbre à grande vitesse. Aucune défaillance mécanique ne fut identifiée, et à cette époque, les tests toxicologiques n'étaient pas systématiquement pratiqués sur les victimes d'accidents. La mort de Robert s'avéra commode pour Velma à plusieurs égards. Leur relation progressait vers un niveau d'intimité et d'engagement qui aurait rendu ses autres activités bien plus difficiles à dissimuler. Plus important encore, Robert avait commencé à poser des questions sur la situation familiale et financière de Velma, laissant entendre qu'il devenait suspicieux face à certaines incohérences dans ses récits. À l'approche de Noël 1974, Velma savait que la situation financière de sa mère serait bientôt examinée par les banques et les compagnies d'assurance dans le cadre de leurs audits annuels de fin d'année. Les sommes qu'elle avait dérobées étaient désormais suffisamment importantes pour que leur découverte soit inévitable, à moins qu'elle ne prenne des mesures décisives pour empêcher toute enquête. Le soir du 28 décembre 1974, au cours de ce qui aurait dû être une paisible célébration des fêtes avec la famille élargie, Liliane Bullard fut frappée par l'épisode de maladie gastrique le plus grave qu'elle ait jamais connu. La douleur était atroce et constante, sans comparaison avec les crampes intermittentes de ses crises précédentes. Les vomissements étaient violents et continus, et elle se déshydrata et se désorienta rapidement. Velma prit immédiatement le contrôle de la situation, appelant une ambulance et accompagnant sa mère à l'hôpital Cape Fear Valley. Tout au long de la crise, elle conserva l'image de la fille dévouée, tenant la main de Liliane pendant le transport et restant à son chevet, tandis que le personnel médical tentait de stabiliser son état. Le docteur Stevenson fut appelé à l'hôpital pour donner son avis sur le cas de Liliane. Mais il se montra aussi déconcerté que les médecins des urgences face à la gravité et à l'évolution de ses symptômes. Les analyses sanguines révélèrent des anomalies significatives, sans qu'aucune cause précise ne puisse être identifiée. Les perfusions intraveineuses et les médicaments contre les nausées apportèrent un soulagement temporaire, mais l'état général de Liliane continua de se détériorer. À 23h43, le 30 décembre 1974, Liliane Bullard mourut de ce que les dossiers hospitaliers indiquèrent comme des complications liées à une gastro-entérite aiguë. Le médecin traitant nota que le cas était inhabituel par sa gravité et sa progression rapide, mais à une époque où les intoxications volontaires étaient peu connues, la possibilité d'un acte délibéré ne fut jamais sérieusement envisagée. Le chagrin de Velma à la mort de sa mère sembla profond et sincère. Elle pleura ouvertement à l'hôpital, eut besoin de sédatifs pour dormir et parut totalement anéantie par la perte de la femme qui avait été son plus proche soutien familial. Les funérailles furent un événement majeur pour la communauté, Liliane étant honorée comme une mère et grand-mère dévouée, ayant élevé 9 enfants et mené une vie de service chrétien. Le règlement de la succession de Liliane apporta à Velma des ressources financières supplémentaires. Mais surtout, il élimina toute possibilité que ses vols soient découverts. Sa mère étant décédée, plus personne ne pouvait s'interroger sur les fonds manquants ou les signatures falsifiées, et les démarches successorales légitimèrent même l'accès de Velma à des comptes qu'elle pillait depuis des mois. Plus significatif encore, la mort de Liliane donna à Velma une confiance absolue dans sa méthode.
Elle avait réussi à assassiner sa propre mère sans éveiller le moindre soupçon chez les médecins, les membres de la famille ou les forces de l'ordre. Le crime avait été exécuté avec une précision clinique et avait produit exactement les résultats escomptés. Velma avait franchi une ligne que même les criminels les plus endurcis hésitent à dépasser. Elle avait tué la femme qui lui avait donné la vie. Si elle pouvait assassiner sa propre mère sans remords ni détection, personne d'autre n'était à l'abri de sa malveillance calculée. En 1975, les activités criminelles de Velma devinrent de plus en plus sophistiquées et audacieuses, mais cette réussite la rendit également trop sûre d'elle. Le succès de ses meurtres précédents l'avait convaincue qu'elle était pratiquement intouchable, une croyance qui la conduisit à la négligence dans des domaines où elle avait auparavant fait preuve d'une grande minutie. Ses opérations de falsification de chèques, autrefois menées avec une attention rigoureuse au montant et au calendrier, devinrent plus agressives et moins prudentes. Cette confiance excessive prit brutalement fin lorsqu'elle fut arrêtée pour 7 chefs d'accusation liés à l'émission de chèques sans provision, des infractions passibles de lourdes peines criminelles en Caroline du Nord. L'enquête révéla un schéma de crime financier s'étendant sur plusieurs comtés et impliquant de nombreuses victimes, allant de petites entreprises à des particuliers qui lui avaient fait confiance en lui donnant accès à leurs comptes. Le procès fut une expérience éprouvante pour Velma. Pour la première fois depuis le début de sa carrière criminelle, elle faisait face à de réelles conséquences pour ses actes. Le juge, soulignant l'ampleur et le caractère délibéré de ses crimes, la condamna à 6 mois de prison, une peine qui provoqua une onde de choc dans une communauté qui continuait de la percevoir comme une veuve malheureuse, luttant pour survivre. La prison aurait dû être un signal d'alarme, une occasion pour Velma d'affronter ses addictions et son comportement criminel avant qu'ils ne mènent à des conséquences encore plus graves. Au lieu de cela, elle devint une véritable école supérieure du crime. Incarcérée avec d'autres femmes coupables d'infractions financières, elle apprit de nouvelles techniques de falsification, de vol d'identité et de manipulation qui rendirent ses méthodes précédentes presque rudimentaires. Plus dangereusement encore, la prison renforça chez Velma la conviction qu'elle était plus intelligente et plus habile que les autorités censées arrêter des criminels comme elle. Elle avait commis 3 meurtres sans éveiller le moindre soupçon. Et même lorsqu'elle fut prise en flagrant délit de vol, la sanction resta minime. La leçon qu'elle tira de cette expérience ne fut pas que le crime ne payait pas, mais que le crime violent était bien plus sûr que le crime financier, car les victimes mortes ne pouvaient pas témoigner. Libérée après avoir purgé seulement 3 mois de sa peine, Velma ressortit avec une nouvelle compréhension de la vulnérabilité de certaines populations face à l'exploitation. Durant son incarcération, elle avait entendu d'autres détenus raconter comment des personnes âgées étaient des cibles faciles pour les escroqueries financières, et elle commença à entrevoir le potentiel de combiner ses compétences de soignante avec ses pulsions meurtrières. En 1976, elle trouva l'occasion idéale lorsqu'elle fut engagée comme aide à domicile pour Montgomery et Dolly Edwards, un couple âgé vivant à Lumberton. Montgomery avait 94 ans, Dolly 84, et tous deux étaient suffisamment aisés pour s'offrir des soins privés, mais suffisamment isolés pour être vulnérables à des abus systématiques. Ils avaient peu de contact avec leur famille élargie et recevaient rarement des visites, ce qui en faisait des cibles idéales pour quelqu'un possédant les compétences particulières de Velma. La famille Edwards fut impressionnée par les références de Velma et par son dévouement apparent envers ses patients. Elle avait soigneusement cultivé des relations avec plusieurs églises de la région, se présentant comme une femme contrainte d'exercer un travail de soignante par nécessité économique, mais accomplissant ses tâches avec une dévotion chrétienne exemplaire. Sa demande d'avoir ses soirées du mercredi et ses dimanches libres pour assister aux offices religieux renforça cette image et lui fournit des alibis pour les moments où elle pourrait avoir besoin de s'absenter de chez ses victimes. Montgomery et Dolly accueillirent Velma dans leur foyer avec la confiance caractéristique de l'attitude de leur génération envers les aidants. Ils lui donnèrent accès à leurs dossiers financiers pour l'aider à payer les factures, lui confièrent les clés de leur maison et de leur voiture, et devinrent progressivement dépendants d'elle pour tout, de la préparation des repas à la gestion des médicaments. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Velma avait commencé son schéma habituel de vol presque immédiatement après son embauche. Elle étudia leurs signatures, mémorisa leurs numéros de compte et identifia les habitudes de leurs transactions financières avec l'expertise d'une criminelle chevronnée. En quelques semaines,
Elle falsifiait des chèques sur les comptes de Montgomery et effectuait des retraits non autorisés qu'elle déguisait en dépenses domestiques légitimes. Les sommes volées étaient importantes, mais soigneusement calculées pour éviter une détection immédiate. L'âge avancé de Montgomery et sa confusion croissante faisèrent de lui un contrôleur peu fiable de ses propres finances, et Dolly n'avait jamais géré l'argent du foyer et ne comprenait pas suffisamment la situation financière de la famille pour remarquer les anomalies. Pendant plusieurs mois, cet arrangement fonctionna parfaitement du point de vue de Velma. Elle percevait un salaire légitime pour son travail de soignante, tout en dérobant simultanément bien davantage que ses revenus par le biais de falsifications. Le couple âgé lui faisait une confiance totale et exprimait souvent leur gratitude pour son service dévoué, sans jamais soupçonner que leur aide-soignante de confiance pilait systématiquement les économies de toute une vie. Montgomery Edwards mourut le 29 janvier 1977 de causes apparemment naturelles liées à son âge avancé et à sa santé déclinante. Sa mort était attendue et paisible, ne nécessitant aucune intervention de Velma au-delà de s'assurer de son confort durant ces derniers jours. La famille lui fut reconnaissante pour les soins prodigués pendant cette période difficile et lui demanda de continuer à travailler pour Dolly durant son adaptation au veuvage. Mais un peu plus d'un mois plus tard, le 1er mars 1977, Dolly Edwards commença à présenter des symptômes devenus tristement familiers à quiconque avait observé les précédentes victimes de Velma. Cette femme âgée, qui semblait bien supporter la mort de son mari, développa soudainement de violentes crampes, des nausées et des diarrhées qui évoluèrent rapidement d'un état inconfortable à une situation mortelle. Velma resta aux côtés de Dolly tout au long de l'épreuve, faisant preuve du même dévouement apparent que lors de la maladie finale de Montgomery. Elle lui prépara des bouillons et des tisanes spéciales, prétendant qu'elles aideraient à apaiser son estomac, et demeura auprès d'elle jour et nuit à mesure que son état se dégradait. Lorsqu'il devint évident que Dolly devait être hospitalisée, Velma monta dans l'ambulance et maintint sa veille au chevet de l'hôpital. Malgré les soins médicaux, l'état de Dolly continua d'empirer. Les symptômes correspondaient à une gastro-entérite sévère, mais la rapidité de l'évolution et l'intensité suggéraient quelque chose de plus grave qu'un simple virus intestinal. Le 1er mars 1977, Dolly Edwards mourut, Velma lui tenant la main et murmurant des prières pour un passage paisible. La famille Edwards fut dévastée par la perte de 2 parents âgés en si peu de temps, mais resta reconnaissante envers Velma pour les soins dévoués qu'elle avait prodigués durant cette période difficile. Lors des funérailles de Dolly, ils exprimèrent avec émotion combien ils s'estimaient chanceux d'avoir trouvé une femme chrétienne aussi attentionnée pour accompagner leurs proches dans leurs derniers mois. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Velma avait assassiné Dolly Edwards afin d'empêcher la découverte de ses vols en cours. La femme âgée avait commencé à poser des questions sur de l'argent manquant et des transactions bancaires inexpliquées, signe qu'elle prenait conscience du pillage systématique de ses comptes. Plutôt que de risquer d'être démasquée, Velma choisit la solution définitive qui lui avait si bien réussi par le passé. Après la mort de Dolly, Velma fut rapidement affectée à la prise en charge d'un autre couple âgé, John Henry Lee, 80 ans, et son épouse Record Lee, qui s'était récemment cassé la jambe et avait besoin d'aide pour les activités quotidiennes. La famille Lee avait entendu d'excellentes références sur la nature attentionnée et le caractère chrétien de Velma de la part de la famille Edwards, et se considérait chanceuse d'avoir obtenu ses services pendant cette période de besoin. John Henry Lee était un agriculteur à la retraite, qui avait travaillé dur toute sa vie et économisé suffisamment d'argent pour s'assurer une retraite confortable avec son épouse. C'était un homme fier et indépendant, qui avait d'abord résisté à l'idée de recourir à une aide extérieure. Mais la blessure de Record, combinée à son propre âge avancé, rendit cette assistance nécessaire. Velma s'imposa rapidement comme un élément indispensable du foyer Lee. Elle se montra particulièrement utile dans la gestion des médicaments de John Henry, qui prenait plusieurs prescriptions pour divers maux liés à l'âge et se trompait parfois sur les dosages et les horaires. Elle aidait également à la préparation des repas, au ménage et aux nombreuses petites tâches devenues difficiles à gérer de manière autonome pour le couple âgé. Mais, fidèle à son schéma habituel, Velma commença rapidement à étudier la situation financière de la famille Lee et à repérer des occasions de vol. John Henry était plus alerte et impliqué dans la gestion de ses finances que ne l'avait été Montgomery Edwards, mais il restait suffisamment confiant pour donner à Velma accès à ses documents financiers lorsqu'elle proposa de l'aider à payer les factures
et à gérer la correspondance. Les vols sur les comptes des Lee furent plus difficiles, car John Henry surveillait de plus près ses finances. Velma avait toutefois appris à être patiente et méthodique. Elle attendait les moments où John Henry était distrait ou confus, puis falsifiait de petits chèques pouvant être justifiés comme des dépenses domestiques légitimes en cas de question. Le 4 juin 1977, John Henry Lee commença à ressentir les symptômes désormais familiers qui avaient emporté les précédentes victimes de Velma. De violentes douleurs à l'estomac et à la poitrine, accompagnées de vomissements et de diarrhées intenses, surgirent soudainement au cours d'une soirée jusque-là paisible. Cet homme âgé, jusque-là en relativement bonne santé pour son âge, se tordait soudainement de douleur sous des vagues de souffrance qui submergeaient son corps affaibli. Velma endossa immédiatement son rôle de soignante dévouée, appelant les secours médicaux et restant aux côtés de John Henry, tandis que son état se détériorait rapidement. Elle lui prépara des tisanes et des bouillons spéciaux, prétendant qu'ils aideraient à soulager sa souffrance, et surveilla ses signes vitaux avec l'assurance de quelqu'un ayant une grande expérience de ce type de crise médicale. Le docteur Marcus Webb, médecin de la famille Lee, fut appelé pour examiner John Henry, d'abord à domicile, puis à l'hôpital, lorsque son état devint critique. Les symptômes évoquaient une gastro-entérite sévère, possiblement causée par une intoxication alimentaire ou une infection virale, mais la rapidité de l'évolution était inhabituelle chez un homme qui avait mangé les mêmes aliments que son épouse sans en subir les effets. Malgré des soins médicaux intensifs, perfusions intraveineuses, médicaments contre les nausées et surveillance étroite des signes vitaux, John Henry Lee mourut dans les 48 heures suivant l'apparition des symptômes. La cause officielle du décès fut enregistrée comme des complications liées à une gastro-entérite aiguë, un diagnostic jugé raisonnable compte tenu de son âge et de la présentation de sa maladie. Record Lee fut dévastée par la mort soudaine de son mari, d'autant plus qu'elle survenait alors qu'elle commençait tout juste à se remettre de sa propre blessure, et qu'ils espéraient encore partager de nombreuses années ensemble. Velma se montra d'un grand réconfort durant cette période difficile, aidant aux préparatifs des funérailles et apportant un soutien émotionnel que la famille Lee apprécia profondément. Une fois encore, cependant, Velma avait éliminé une victime devenue trop attentive à ses activités financières. John Henry avait commencé à poser des questions précises sur certaines transactions bancaires et sur des fonds manquants, signe qu'il soupçonnait un manque d'honnêteté de la part de sa soignante de confiance. Sa mort supprima cette menace, tout en renforçant la réputation de Velma comme une femme malchanceuse, semblant attirer la tragédie partout où elle allait. Le schéma était désormais évident pour quiconque observait attentivement. Mais dans la Caroline du Nord rurale des années 1970, l'idée qu'une grand-mère pieuse et assidue à l'église puisse empoisonner systématiquement des patients âgés était tout simplement inconcevable. Chaque décès était perçu comme une tragédie isolée, une conséquence naturelle du grand âge et d'une santé déclinante, plutôt que comme les éléments d'un plan délibéré de meurtre motivé par le profit. Velma avait perfectionné sa méthode à un point tel qu'elle opérait pratiquement en toute impunité. Elle savait exactement quelle quantité d'arsenic administrer pour provoquer des symptômes paraissant naturels, comment espacer les doses pour éviter toute détection, et comment maintenir son image de soignante dévouée tout en commettant des meurtres de sang-froid. Elle était devenue l'une des tueuses en série les plus efficaces de l'histoire américaine, sans que personne ne soupçonne quoi que ce soit. À la fin de l'année 1977, Velma entama ce qui allait devenir sa relation la plus importante et finalement fatale avec Stuart Taylor, un cultivateur de tabac de 56 ans et veuf, représentant un type de cible différent de ses victimes précédentes. Contrairement aux patients âgés qu'elle avait méthodiquement assassinés, Stuart était relativement jeune, en bonne santé et vigilant. Il disposait également de ressources financières limitées, ce qui signifiait que l'argent n'était pas la motivation principale de leur relation. Stuart Taylor était un homme simple et honnête, ayant travaillé sur la même plantation de tabac pendant la majeure partie de sa vie adulte. Marié depuis plus de 30 ans, il avait perdu son épouse des suites d'un cancer, se retrouvant seul et quelque peu désorienté face à la gestion domestique de son quotidien. Il n'était pas particulièrement religieux, mais respectait la foi, très importante pour beaucoup de membres de sa communauté. Leur relation débuta lorsque Stuart fut présenté à Velma par la famille Edwards, qui parlait d'elle en termes élogieux, vantant son caractère et ses qualités de soignante. Stuart fut attiré par la stabilité apparente de Velma
et par ses compétences domestiques, qui semblaient promettre la compagnie et le réconfort qui lui manquait depuis la mort de sa femme. Pour Velma, cette relation représentait quelque chose de différent. Stuart n'était pas assez riche pour être assassiné par appât du gain, et il était trop attentif à ses affaires pour constituer une cible facile de vol systématique. Leur relation lui apportait plutôt une stabilité émotionnelle et une apparence de normalité qui contribuaient à dissiper les soupçons persistants liés à la série récente de décès parmi ses patients. Le couple s'installa dans une routine confortable, apparemment bénéfique pour tous deux. Stuart appréciait d'avoir quelqu'un pour préparer ses repas, gérer son foyer et lui tenir compagnie lors des longues soirées d'hiver. Velma, quant à elle, profitait de la sécurité d'une relation stable et du respect social, associé à un homme bien considéré dans la communauté agricole. Mais sous cette façade de tranquillité domestique, Velma poursuivait sa dépendance aux médicaments et les crimes financiers nécessaires pour la soutenir. Elle prenait des médicaments sur ordonnance depuis si longtemps que sa tolérance exigeait des doses toujours plus élevées pour obtenir les effets recherchés. Le coût de cette addiction dépassait largement ce que ses revenus légitimes pouvaient couvrir, la contraignant à reprendre les falsifications de chèques qu'il avait déjà menées en prison. Les comptes bancaires de Stuart devinrent sa nouvelle cible, bien qu'elle fût cette fois plus prudente afin d'éviter les erreurs passées. Elle étudia sa signature jusqu'à pouvoir la reproduire parfaitement, mémorisa ses numéros de compte et ses habitudes de transaction, puis commença à émettre des chèques falsifiés pour des montants ne déclenchant pas immédiatement l'attention des banques. Pendant plusieurs mois, ce système fonctionna efficacement. Stuart était un homme confiant qui examinait rarement ses relevés bancaires en détail, et lorsqu'il remarquait des anomalies, Velma avait toujours des explications plausibles concernant des dépenses domestiques ou professionnelles qu'il aurait pu oublier. Ses larmes et sa détresse apparente mettaient fin à ces discussions avant qu'elles ne se transforment en enquête sérieuse. La situation commença à se dégrader à la fin janvier 1978, lorsque le banquier de Stuart, Harold Patterson, remarqua des schémas inhabituels dans l'activité de ses comptes lors d'un contrôle de routine. Connaissant Stuart depuis des décennies et ses habitudes de dépenses prudentes, cette augmentation soudaine des chèques l'alerta. Lors d'une conversation informelle dans un magasin d'alimentation animale locale, Patterson évoqua certaines transactions importantes, demandant si Stuart prévoyait des achats ou des travaux majeurs. Cette question innocente révéla que Stuart n'avait connaissance de plusieurs retraits importants, déclenchant l'enquête qui allait finalement exposer les crimes de Velma. Stuart confronta Velma le soir du 31 janvier 1978, muni de preuves documentaires de ces falsifications que Patterson l'avait aidé à rassembler. La confrontation fut plus violente que toutes leurs disputes précédentes. Stuart exigea une transparence totale sur ses activités financières et menaça de faire appel aux forces de l'ordre si elles ne fournissaient pas d'explications satisfaisantes. La dispute s'envenima rapidement, Stuart devenant de plus en plus furieux à mesure que l'ampleur de la tromperie apparaissait clairement. Dans un accès de colère, il attrapa Velma par les épaules et la secoua, criant qu'elle avait trahi sa confiance et détruit leur relation. Cette altercation physique, brève et relativement modérée, représentait une ligne que Stuart n'avait jamais franchie auparavant et que Velma interpréta comme une menace directe pour sa sécurité. Pour une femme qui avait assassiné sa propre mère sans hésitation, éliminer un compagnon ayant découvert ses crimes était presque automatique. Stuart était devenu une menace qu'il fallait neutraliser, et Velma disposait d'une méthode éprouvée pour résoudre ce type de problème de manière définitive. Ce soir-là, malgré la tension née de leur confrontation plus tôt dans la journée, Stuart et Velma assistèrent à une réunion de réveil pentecôtiste animée par le célèbre prédicateur Rex Humbard au Cumberland County Civic Center de Fayetteville. Stuart avait accepté de l'accompagner malgré leurs disputes, en partie parce qu'il souhaitait résoudre leurs différends et en partie parce qu'il savait à quel point ces événements comptaient pour la vie spirituelle de Velma. Ils étaient tous deux vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche, donnant l'apparence d'un couple ordinaire assistant à un service religieux. D'autres participants qui les connaissaient remarquèrent qu'ils semblaient quelque peu réservés, mais attribuèrent cela au caractère solennel de la réunion plutôt qu'à d'éventuelles difficultés personnelles. Alors que le service commençait, Stuart ressentit soudain de violentes nausées et des douleurs à l'estomac, apparues de manière brutale et intense. Les symptômes furent d'abord discrets, un léger malaise qu'il attribua à la nervosité causée par leur dispute, mais ils s'aggravèrent rapidement jusqu'à devenir invalidants.
l'obligeant à quitter sa place pour se rendre aux toilettes. Velma se montra immédiatement attentive et inquiète, le suivant pour s'assurer de son état et lui proposant de rentrer chez eux s'il ne se sentait pas bien. D'autres membres de l'Assemblée remarquèrent son dévouement manifeste durant sa détresse, commentant plus tard à quel point elle avait fait preuve de sollicitude lors de cette crise médicale. Lorsque l'état de Stuart ne s'améliora pas pendant la réunion, Velma insista pour le ramener à la maison et le coucher, promettant de surveiller ses symptômes et d'appeler un médecin si nécessaire. Le trajet du retour fut une véritable épreuve pour Stuart, désormais pris de vagues de douleurs crampiformes, le laissant plier en deux et peinant à respirer normalement. Au cours des 3 jours suivants, l'état de Stuart se dégrada régulièrement malgré les soins attentifs de Velma. Les douleurs abdominales devinrent atroces et constantes, accompagnées de vomissements violents, l'empêchant de garder ne serait-ce que de petites quantités d'eau. Il commença également à ressentir des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires, suggérant que son système cardiovasculaire était touché par la cause de son mal. Velma lui prépara des tisanes et des bouillons spéciaux, affirmant qu'ils aideraient à calmer son estomac et à lui rendre des forces. Elle surveillait constamment ses signes vitaux, ajustait sa position pour le rendre plus confortable et lui apportait un soutien émotionnel lors de ses moments de plus grande détresse. Aux yeux des observateurs, elle semblait tout faire pour l'aider à se remettre de ce qui paraissait être une grave intoxication alimentaire ou une gastro-entérite. Lorsque l'état de Stuart devint critique, Velma décida de l'emmener à l'hôpital, où les médecins des urgences tentèrent de stabiliser son état à l'aide de perfusions intraveineuses et de médicaments destinés à contrôler ses symptômes. Malgré leurs efforts, Stuart continua de décliner, présentant des signes de défaillance de plusieurs organes, suggérant un empoisonnement systémique. Le 3 février 1978, Stuart Taylor mourut à l'hôpital Cape Fear Valley, Velma restant à son chevet jusqu'à la fin. Le médecin traitant diagnostiqua initialement son décès comme des complications liées à une gastro-entérite aiguë, suivant le même schéma que celui établi pour les précédentes victimes de Velma. Mais cette fois-ci, quelque chose était fondamentalement différent. Les proches de Stuart, en particulier ceux qui étaient au courant de sa récente découverte des crimes financiers de Velma, se montrèrent profondément suspicieux quant au moment et aux circonstances de sa mort. Contrairement aux victimes âgées dont les décès avaient été attribués à des causes naturelles, Stuart était relativement jeune et en bonne santé, rendant sa maladie soudaine et son déclin rapide bien plus difficiles à expliquer comme des événements naturels. Les exigences de la famille en faveur d'une autopsie complète constituèrent le premier véritable défi à la méthode de Velma. Pendant près d'une décennie, elle avait pu tuer en toute impunité parce que les décès de ses victimes avaient été acceptés comme naturels ou accidentels. Mais la famille de Stuart refusa d'accepter le diagnostic médical initial et insista pour des analyses toxicologiques approfondies, qui allaient révéler la véritable cause de sa mort. Avant même que les résultats de l'autopsie ne soient connus, l'enquête commença à fissurer la façade soigneusement construite par Velma. Sa propre sœur, qui nourrissait depuis quelque temps des soupçons croissants quant au schéma de décès entourant Velma, contacta la police de Lumberton avec des informations déterminantes. Lors d'un appel téléphonique en larmes, décrit plus tard comme l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire des forces de l'ordre du comté de Cumberland, la sœur de Velma déclara aux enquêteurs qu'elle croyait que sa sœur avait empoisonné Stuart Taylor et peut-être d'autres victimes. Cet appel provenait d'une femme déchirée entre la loyauté familiale et l'obligation morale, incapable de garder le silence plus longtemps face à ces terribles soupçons. Lorsque les résultats de l'autopsie confirmèrent la présence de doses mortelles d'arsenic dans l'organisme de Stuart Taylor, la police disposa enfin des preuves nécessaires pour arrêter celle qui se cachait à la vue de tous comme l'une des tueuses en série les plus prolifiques de Caroline du Nord. L'arrestation de Velma Barfield, le 28 mars 1978, provoqua une onde de choc dans les communautés rurales des comtés de Cumberland et de Robson, où elle avait opéré pendant près de 10 ans. La femme perçue comme une veuve malchanceuse, une fille dévouée et une grand-mère attentionnée, se révéla soudain être une tueuse en série calculatrice, ayant utilisé du poison à rats à base d'arsenic pour éliminer systématiquement quiconque menaçait sa sécurité financière ou découvrait ses crimes. Lors des interrogatoires menés par des enquêteurs chevronnés du bureau d'enquête de l'État de Caroline du Nord, le sang-froid soigneusement entretenu de Velma finit par se fissurer. Confrontée à des preuves physiques irréfutables de l'empoisonnement de Stuart Taylor,
et à un ensemble croissant d'indices circonstanciels la reliant à d'autres décès suspects, elle commença à avouer des crimes qui choquèrent même les policiers les plus aguerris. Dans une série de déclarations enregistrées et ultérieurement utilisées lors de son procès, Velma admit avoir empoisonné Stuart Taylor, sa mère âgée, Lillian Bullard, Dolly Edwards et John Henry Lee. Ces aveux furent livrés sur un ton détaché et factuel, que les enquêteurs trouvèrent plus glaçant encore qu'une démonstration émotionnelle de remords. Elle décrivit ses méthodes avec une précision clinique, expliquant comment elle calculait les doses, planifiait les administrations et surveillait les symptômes pour obtenir les résultats souhaités. Selon ses déclarations, Velma affirma n'avoir jamais eu l'intention de tuer ses victimes. Elle soutenait que son objectif était seulement de les rendre suffisamment malades pour gagner du temps, afin de remplacer l'argent qu'elle avait volé sur leur compte. Chaque décès, affirmait-elle, était le résultat accidentel d'un surdosage dû à son manque d'expérience avec le poison, plutôt qu'un meurtre délibéré. Cette version fut accueillie avec un profond scepticisme par les enquêteurs, qui avaient mis au jour des preuves de planification minutieuse et de préméditation dans chaque cas. Le schéma répétitif de vol suivi d'empoisonnement était trop cohérent pour être fortuit, et le timing précis de chaque attaque révélait une connaissance approfondie de la progression de l'empoisonnement à l'arsenic, de la maladie à la mort. L'enquête s'élargit rapidement, les autorités procédant à l'exhumation de corps et à des analyses toxicologiques sur d'autres personnes décédées dans des circonstances suspectes, en présence de Velma. Le corps de Jennings Barfield, son second mari, fut exhumé dans le comté de Cumberland et révéla des niveaux significatifs d'arsenic, confirmant les soupçons des enquêteurs quant à sa mort en 1971. Malgré ces preuves, Velma continua de nier toute implication dans la mort de Jennings, tout comme elle refusa obstinément d'admettre avoir tué son premier mari, Thomas Burke, lors de l'incendie de 1969. Même confrontée à l'impossibilité statistique de tant de décès naturels autour d'une seule personne, elle maintint son innocence concernant ses crimes antérieurs. L'affaire attira une attention médiatique nationale à mesure que les détails des crimes de Velma étaient rendus publics. L'image d'une grand-mère empoisonnant systématiquement des patients âgés et des membres de sa famille ébranla profondément les idées reçues sur le profil des tueurs en série. Les médias eurent du mal à concilier le visage doux apparaissant sur les photographies d'église avec la tueuse calculatrice décrite dans les rapports de police. Son procès s'ouvrit le 27 novembre 1978 devant la Cour supérieure du comté de Bladen, l'affaire ayant été déplacée du comté de Robson en raison de l'ampleur de la couverture médiatique préalable. Les débats furent présidés par le juge Henry A. McKinnon, l'un des magistrats les plus expérimentés et respectés de Caroline du Nord, ayant traité de nombreuses affaires capitales au cours de sa carrière distinguée. L'accusation, dirigée par le procureur Joe Freeman Britt, présenta un dossier méthodique retraçant le schéma de vols et de meurtres depuis la mort de Thomas Burke en 1969 jusqu'à l'empoisonnement de Stuart Taylor en 1978. Les procureurs introduisirent des preuves des falsifications systématiques de chèques de Velma, de son accès aux ressources financières de chacune de ses victimes et du timing précis de chaque décès par rapport à la découverte ou à la possible découverte de ces crimes. Particulièrement accablants furent les témoignages concernant le comportement de Velma pendant et après la maladie de chacune de ses victimes. Des témoins décrivirent comment elle insistait pour préparer des aliments et des boissons spéciaux, comment elle surveillait leurs symptômes avec un intérêt inhabituel et comment elle semblait presque empressée de fournir des informations médicales aux médecins et aux membres de la famille. L'équipe de la défense, dirigée par les avocats Robert Jacobson et Richard Burr, faisait face à une tâche presque impossible au vu des preuves matérielles et des propres aveux de Velma. Ils tentèrent de soutenir que son discernement avait été altéré par sa consommation massive de médicaments sur ordonnance, affirmant qu'elle était trop intoxiquée pour former l'intention nécessaire à un meurtre au premier degré. Ils présentèrent également des témoignages concernant l'enfance difficile de Velma et une prétendue histoire d'abus sexuels, espérant susciter la compassion du jury et offrir des explications psychologiques à son comportement criminel. La docteure Dorothy Otno Lewis, psychiatre renommée de l'Université de New York, témoigna que Velma souffrait d'un trouble dissociatif de l'identité et affirma avoir parlé avec une personnalité alternative nommée Billy, qui aurait soi-disant commis les meurtres. Ce témoignage psychiatrique fut accueilli avec scepticisme par le juge comme par le jury.
le juge McKinnon répondit célèbrement à la défense fondée sur les personnalités multiples en déclarant « L'un d'eux l'a fait, peu m'importe lequel ». Il indiquait ainsi clairement que le système judiciaire s'intéressait aux actes, non aux théories psychologiques sur les motivations. Le jury délibéra moins d'1 heure avant de rendre un verdict de culpabilité pour meurtre au premier degré dans la mort de Stuart Taylor. La rapidité de la délibération reflétait le caractère accablant des preuves et leur conviction que Velma avait planifié et exécuté délibérément ce meurtre. Lors de la phase de détermination de la peine, le même jury devait décider entre la prison à vie et la peine de mort. L'accusation invoqua 3 circonstances aggravantes. Le meurtre avait été commis pour un gain financier, afin d'entraver l'action de la justice, et il avait été particulièrement odieux, atroce et cruel. La défense présenta des éléments relatifs à la dépendance de Velma aux drogues, à ses troubles mentaux et à son rôle de mère et de grand-mère, afin d'établir des circonstances atténuantes, susceptibles de lui éviter l'exécution. Ils plaidèrent que ces crimes résultaient du désespoir et de l'addiction, plutôt que d'une malveillance intrinsèque, et qu'elle méritait une possibilité de réhabilitation plutôt que la mort. Après avoir examiné l'ensemble des preuves et des arguments, le jury conclut que les circonstances aggravantes l'emportaient sur tout facteur atténuant et recommanda la peine de mort. Le 2 décembre 1978, le juge McKinnon la condamna officiellement à mort par asphyxie dans la chambre à gaz de Caroline du Nord, faisant d'elle l'une des rares femmes condamnées à mort aux États-Unis. La procédure d'appel qui suivit dura 6 ans et impliqua de nombreux recours fondés sur l'inefficacité de la défense, des fautes du ministère public et des violations constitutionnelles. Les avocats de Velma saisirent la Cour suprême de Caroline du Nord, la Cour d'appel fédérale du 4e circuit, et demandèrent finalement un examen par la Cour suprême des États-Unis. Durant son incarcération dans le couloir de la mort à la prison centrale de Raleigh, Velma connut ce qui sembla être une conversion religieuse sincère. Elle anima des études bibliques pour les autres détenus, conseilla des prisonnières en difficulté et correspondit avec des responsables chrétiens à travers le pays. Sa transformation fut si marquante que des évangéliques de premier plan, dont Billy et Ruth Graham, plaidèrent pour la commutation de sa peine en réclusion à perpétuité. La campagne visant à sauver la vie de Velma attira une attention internationale et généra des milliers de lettres adressées au gouverneur de Caroline du Nord, Jim Hunt, demandant la clémence. Les partisans affirmaient que sa conversion religieuse témoignait d'un repentir authentique et que l'exécution d'une grand-mère établirait un précédent dangereux pour le traitement des femmes dans le système judiciaire. Les familles des victimes, en revanche, restèrent fermement convaincues que la justice exigeait son exécution. Elles soulignèrent que Velma n'avait manifesté aucun remords avant sa condamnation et que sa conversion semblait calculée pour susciter la sympathie plutôt que refléter une transformation spirituelle sincère. Le gouverneur Hunt rejeta finalement toutes les demandes de clémence, déclarant que la gravité des crimes et leur caractère prémédité rendaient toute intervention inappropriée. Dans un dernier acte d'acceptation, Velma demanda à ses avocats d'abandonner l'appel en cours devant la Cour suprême des États-Unis, affirmant qu'elle préférait mourir avec dignité plutôt que de prolonger la procédure. Le 2 novembre 1984, à 2h15 du matin, Margie Velma Barfield devint la première femme exécutée par injection létale dans l'histoire des États-Unis. Elle fut également la première femme exécutée dans le pays depuis 1962 et la première en Caroline du Nord depuis 1944. Son exécution mit fin à une carrière criminelle de 15 ans, qui avait fait au moins 6 victimes confirmées. Sa dernière déclaration, prononcée juste avant l'injection létale, fut brève et centrée sur la souffrance qu'elle avait causée. Je sais que tout le monde a traversé beaucoup de douleurs, toutes les familles concernées, et j'en suis désolé. Je veux remercier tous ceux qui m'ont soutenu durant ces 6 années. Sa dernière demande de repas, des biscuits soufflés au fromage et un Coca-Cola, frappa de nombreux observateurs par son caractère presque enfantin, contrastant avec la sophistication de ses crimes et soulignant le décalage entre son image publique de simple grand-mère et la réalité de son esprit criminel calculateur. Velma fut enterrée dans un petit cimetière rural de Caroline du Nord, près de son premier mari, Thomas Burke, l'homme dont la mort avait déclenché sa longue série de meurtres et dont le corps calciné lui avait appris que le meurtre pouvait résoudre des problèmes tout en suscitant sympathie et récompenses financières. L'affaire Velma Barfield transforma profondément la manière dont les forces de l'ordre et les professionnels de santé
abordèrent les décès inexpliqués parmi les populations vulnérables. Ces crimes révélèrent comment des prédateurs pouvaient exploiter la confiance accordée aux aidants et aux membres de la famille, utilisant leur position et leur accès pour commettre des actes atroces tout en conservant une façade de respectabilité et de dévouement. L'enquête mit également en lumière de graves lacunes dans les systèmes de protection des personnes âgées et dépendantes. Manque de coordination entre médecins légistes, absence d'analyse toxicologique systématique et réticence générale à soupçonner un acte criminel dans les décès de personnes âgées. Cet environnement avait permis à une tueuse en série d'agir presque en toute impunité pendant près de 10 ans. Plus troublant encore fut le constat que les crimes de Velma pourraient n'être que la partie émergée de l'iceberg. Les enquêteurs soupçonnèrent qu'elle avait pu être responsable d'autres morts impossibles à prouver, faute de preuves ou de témoins. L'ampleur réelle de sa carrière criminelle pourrait ne jamais être connue, nombre de victimes potentielles ayant été incinérées ou enterrées avant que le schéma d'empoisonnement ne soit reconnu. Cette affaire rappelle de manière glaçante que le mal peut se cacher derrière les visages les plus innocents et les plus dignes de confiance. Le voisin serviable, la fille dévouée, la grand-mère attentionnée qui fait du bénévolat à l'église. L'histoire de Velma Barfield demeure un avertissement saisissant. Les prédateurs portent souvent des masques de respectabilité, et les criminels les plus dangereux peuvent être ceux que l'on soupçonne le moins.